pouvoir commencer très bientôt avec les beaux panels qu'on a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a le Fonds Équidor qui va venir nous présenter un peu parce que c'est quand même l'organisation qui a organisé ça et moi, je suis que l'animateur pour toute cette belle brochette de personnes qui vont nous présenter. Donc, on a Gabriel Minic, qui est l'agent du Fonds Éco-Leader en Estrie. Ensuite, on va avoir Philippe Lapointe de FTQ Construction, qui va nous mettre un peu plus la table sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la construction actuellement, puis où est-ce qu'on s'en va, la vision qu'il y a au niveau de la construction, pour que justement, il y ait une transition qui s'effectue au niveau de tout le secteur. Ensuite, on a Louis Desourdiers de groupe Desourdiers qui, lui, a fait un beau projet dans les massifs de Brome-Missisquoi au niveau d'un centre de tri et d'une collecte de tri à la source avec les entreprises qui souhaitaient avoir une meilleure empreinte éco-responsable dans leur construction. Et on a Julie Fouquet de Construction Longer, une entreprise de Sherbrooke, qui, eux autres, ont fait à l'interne des changements au niveau de leurs pratiques de construction pour justement avoir un meilleur tri à la source, mais aussi de différents projets éco-responsables sur leurs différents chantiers. Donc, et il va y avoir une période de questions. Si tout le monde réussit à respecter leur temps, on devrait avoir une belle petite période à la fin pour justement poser des questions supplémentaires si on avait d'autres questions qui nous ont popé durant les présentations. Donc, je passe la parole à ma collègue Gabrielle Minier pour nous expliquer le Fonds Éco-Leader, qu'est-ce qui se passe avec lui en ce moment et qu'est-ce qui va se passer avec ça. Merci Benjamin, puis merci en fait tout le monde, tous les participants d'être présents aujourd'hui. En fait, je suis là pour vous parler du Fonds Éco-Leader, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, puis également, en fait, là, vous présenter quelques projets qui peuvent être financés par le programme, une fois réouvert. Donc, pour commencer, en fait, là, c'est une initiative conjointe de 4 partenaires. Donc, l'initiateur principal, en fait, c'est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui sont en fait les initiateurs. Puis ensuite, là, ça va être encore en collaboration avec le FAQDD, donc le Fonds d'action québécois pour le développement durable, le Centre québécois de développement durable et puis Écotech également. L'objectif, en fait, du Fonds Éco-Leader, c'était vraiment d'orienter, de soutenir les entreprises dans l'amélioration des bilans environnementaux et également, là, en fait, par le fait même, ça augmente évidemment la compétitivité. L'objectif étant principalement de rejoindre environ 20 des entreprises québécoises. Donc, pour ma part, eh bien, c'est 20 en Estrie. Puis, ça, en fait, là, c'est vraiment d'essayer de viser l'adoption des pratiques d'affaires éco-responsables et des technologies propres. Donc, pour ce faire, en fait, on va avoir 3 leviers pour aider les entreprises. Donc, premièrement, là, il y a le réseau d'agents. Donc, un agent par région, en fait, là, minimum. Des fois, il y en a 2, même si vous êtes chanceux. Puis, on va être là vraiment pour vous orienter vers les ressources qu'on a de disponibles. Donc, vraiment d'essayer d'adapter le plus possible notre référencement là, vers des ressources qui vont être adaptées à votre projet. Donc là, on peut parler principalement d'experts, aussi de financement ou bien quelconque accompagnement qui pourrait vous être utile, en fait. Là, on essaie vraiment d'être là pour vous aider, en fait. Ensuite, on a un deuxième levier, en fait, là, qui va être l'enveloppe de financement. Donc, on avait jusqu'à il y a quelques mois 18,5 millions qui étaient disponibles pour soutenir les projets. Donc là, présentement, c'est en pause, là, évidemment, comme je pense que beaucoup le savent déjà. Mais on est très confiant que ça va réouvrir d'ici quelques mois. Puis, de cette manière-là, si vous voulez rester super informés avec les plateformes ou bien les infolettes, là, de cette manière-là, vous allez être les premiers à être au courant. Puis, vous allez pouvoir en fait essayer d'obtenir du financement de cette manière-là. Puis, en fait, le troisième levier, c'est notre site Internet. Là, donc, je peux vous montrer la prochaine diapo comme ça. Puis, c'est vraiment notre site Internet où est-ce qu'il va avoir un répertoire d'experts, environ 400 experts qu'il y a de disponibles. Donc, c'est super intéressant. Il va en avoir en Estrie, mais également vraiment à l'échelle du Québec. Puis, il y a également là, un répertoire de financement au-dessus de 140 là, qui sont disponibles sur le site. Puis, une cinquantaine de publications, des articles, des fiches techniques également faits par Écotech.
On a aussi là, des vidéos qui sont disponibles, donc ça permet vraiment de vous inspirer pour essayer de vous trouver des projets ou bien justement vous démêler vos idées et tout ça. Puis, si vous avez de la difficulté à faire vos recherches parmi tout notre répertoire, mais c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant là, de nous contacter évidemment pour pouvoir vous aider là-dedans. Comme ça, juste quelques petites présentations. Là. En fait, là, les thématiques principales qui sont abordées par le Fonds Écoute d'Air là, pour ce qui est du bilan environnemental, donc c'est vraiment des aspects comme l'analyse de cycle de vie, qu'on peut faire une étude à ce sujet-là. Ça peut être des diagnostics là, du développement durable, du bâtiment durable, ou bien d'élaborer une démarche en développement durable, en gestion des matières visuelles. Puis, c'est principalement, en fait, un peu ce qu'on va toucher aujourd'hui avec le secteur de la construction, rénovation et déconstruction. Ça va être probablement des démarches un petit peu plus en développement durable, essayer d'adopter des techniques, des pratiques un peu plus éco-responsables au sein de l'entreprise, d'avoir une meilleure gestion de ces matières résiduelles, les matières résiduelles, en fait, des chantiers, tout ça. Donc, vous allez vraiment avoir un bel aspect avec les présentations tout à l'heure. Puis, en fait, de cette manière-là, si vous voulez réfléchir un petit peu plus à des possibilités de projet, une fois que vous êtes inspiré par les présentations, bien, vous pouvez quand même me contacter là, avec mes coordonnées. Ils sont à l'écran en ce moment, mais je vais aussi vous les envoyer à la toute fin. Vous allez avoir les coordonnées de tout le monde de toute façon. Puis là, de cette manière-là, bien, si vous voulez réfléchir à un projet, vous pouvez me contacter. On peut regarder avec vous pour de l'accompagnement et tout ça. Puis on pourrait même également essayer d'élaborer des cohortes ou des choses comme ça là, pour essayer vraiment de créer une belle communauté, en fait, là, pour adopter des pratiques un peu plus durables. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Benjamin pour introduire la suite, mais merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup, Gabriel. On a tous bien hâte que le fonds puisse revenir et qu'on puisse avoir enfin accès à du financement pour différents projets parce qu'on a plusieurs entreprises qui nous en parlent souvent. Puis ils aimeraient ça pouvoir avancer, mais que le fonds voudrait quand même un très bon fonds pour justement débuter des projets de réflexion sur des plans d'action, différentes choses qu'on veut réussir à accomplir. Donc, sans plus tarder, je vais quand même, avant d'aller trop vite avec Philippe, juste vous informer que vos caméras et vos micros sont fermés volontairement. Donc, si jamais vous avez des questions, on vous invite à les écrire directement dans le chat. Puis nous, on va les reprendre durant la période de questions pour justement les poser directement aux panélistes. Puis, si vous voulez vraiment prendre parole et parler avec quelqu'un, on peut vous donner accès à votre micro, mais on aime mieux le faire de façon plus logistiquement correct comme ça. Donc, Philippe, je te laisse la parole pour nous présenter. Je te laisse partager ton écran, puis nous présenter un peu le plan de transition qui s'en vient, qui a déjà été créé par la FTQ, mais que tout ce que vous avez comme vision par rapport à l'avenir de la construction au Québec. Juste ton micro. Bonjour tout le monde. Alors, bien heureux de vous rencontrer. Mon nom est Philippe Lapointe, je suis conseiller à la FTQ Construction. Et il y a 5 ans, on m'avait donné la tâche de bâtir un plan de transition pour notre industrie vers une industrie plus écologique. En fait, le but était vraiment d'être capable de préparer les choses. Et puis, une des commentaires que je recevais régulièrement lorsque j'en parlais avec mes collègues, c'était ouais, on se promène tout en pick-up. Puis, dans le fond, la façon que j'ai réussi à amener les gens à embarquer ou du moins à les amener à sortir de ce schème-là de leur comportement individuel, c'est d'expliquer que c'est réellement un plan d'industrie que nous avons et non pas un plan sur le comportement individuel. Fait que je l'ai surnommé tout ce que l'on doit faire avant d'enlever nos pick-up. Et généralement, ça fait en sorte que mes collègues sont plus à l'écoute parce qu'ils voient que je suis pas je suis pas en train de les checker eux, mais bien en train de voir un plan à long terme. Notre fédération, juste pour que je vous mette un peu en contexte de qui nous sommes, nous représentons 17 différents métiers de la construction, un peu que ça aille du charpentier menuisier à l'opérateur de machinerie lourde, aux manœuvres. Et au total, c'est 43 de l'industrie de la construction, soit, là, c'est 85 000 membres, mais maintenant, on est rendu à 92 000 membres, parce que l'industrie de la construction, vous savez, ça foisonne.
C'est important de comprendre que, étant donné qu'on est structuré par groupe de métiers, mais en fait, la discussion que j'ai eu à faire était avec chaque des gens de métier, chacun de ces métiers-là, pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Fait que pendant 5 ans, je me suis promené à travers le Québec, rencontrer des manœuvres, des opérateurs, des couvreurs et tout ça, puis voir qu'est-ce qui se faisait déjà, qu'est-ce qui pourrait se faire mieux, puis comment est-ce qu'on pourrait travailler. Alors, il y a eu une grande tournée qui s'est faite. Et après ça, ben, tu sais, on aligne la pratique les, euh, avec les nouvelles technologies qui viennent. Euh, une des façons qu'on a réussi à aborder principalement là, la question des changements climatiques aussi avec des travailleurs-travailleuses, c'est de parler de santé-sécurité. C'est important parce qu'il faut avoir un accord préalable pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va engager des changements dans l'industrie. Puis les gens, ils comprennent parce que je parlerais à un couvreur qui doit faire une couverture sur une toiture, des changements climatiques, puis des canicules, puis ils vont vous dire combien de degrés Celsius ils sont obligés de vivre quand ils mettent du goudron sur une toiture. Alors, généralement, ça se comprend bien, puis les gens voient les changements selon les dernières années. Une des autres choses qu'on remarque aussi, puis dans les calculs actuariels qu'on a réussi à avoir, c'est qu'un changement de comportement de l'industrie va avoir aussi un impact sur l'emploi, ce qui fait que si jamais l'industrie ralentit, la question des changements climatiques, puis surtout là, de modification des comportements, pourrait être bénéfique là, pour maintenir les travailleurs-travailleuses à l'emploi dans l'industrie de la construction, entre autres par l'introduction de nouvelles technologies, nouveaux procédés et l'importance de la rénovation du parc immobilier du Québec. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment 2 grands axes dans lesquels on peut agir, soit celui d'améliorer l'efficacité énergétique, puis la deuxième, c'est de transformer les procédés de construction, entre autres à travers l'économie circulaire. Qu'est-ce que toute l'empreinte de la construction présentement, si on voit juste par rapport à comment on construit, il y a l'extraction des matériaux, la fabrication des nouveaux matériaux et évidemment la construction en tant que telle. Mais la construction, le fait de construire, c'est pas ça qui produit le plus de GES. C'est vraiment en amont. Et après ça vient, à travers son cycle de vie, comment est-ce que le bâtiment va vivre, puis comment est-ce que le bâtiment va être déconstruit, comme on a dit précédemment. Puis là, dans le fond, le plan de la FTQ Construction, c'est comment est-ce que nous, les travailleurs, travailleuses de la construction, pouvons avoir un impact en amont et pouvant avoir un impact sur ce qui va se passer après la construction. C'est bien important de comprendre. Moi, je suis la FTQ Construction, je ne suis pas les employeurs, je ne suis pas les ingénieurs, je ne suis pas les architectes. On est vraiment par rapport à les artisans, les gens qui posent les briques et quel est le rôle que l'on peut avoir sur toutes ces choses-là. Lorsque l'on parle de l'économie circulaire, dans la construction, bien, on parle beaucoup, puis ça, je vais laisser dans le fond, M. Destourdi expliquer un peu son cas, parce qu'il va s'inscrire directement là-dedans. Vous allez pouvoir faire le lien plus tard. Mais c'est lorsque l'empreinte carbone des matériaux se fait à partir de son extraction et l'utilisation de ces matériaux-là. Et il faut être capable, à travers la construction, de créer des matériaux qui peuvent être réutilisables, qui peuvent être repris. Donc, il faut, à travers tout la planification des travaux, intégrer l'idée que le matériau ne meurt pas au moment où on n'en a plus besoin. Il faut être capable de voir comment est-ce qu'on peut le remettre dans un cycle d'utilisation et aussi, dans toute la planification, comment est-ce qu'on peut utiliser des matériaux qui ont déjà été utilisés pour les ramener. Puis, que ce soit, disons, par rapport aux isolants dans une maison, que ce soit par rapport aux briques, que ce soit par rapport à certains procédés, matériaux de couverture, il y a énormément de matériaux que l'on jette présentement qui peuvent être réutilisés. Ça, là-dessus, vous allez en entendre parler un peu plus tard. Puis, c'est urgent d'agir là-dessus parce que 34 de tout ce qui est jeté et de l'empreinte matérielle québécoise vient des matériaux de construction. Et ça, il y a énormément qui sont des matériaux résiduels, c'est-à-dire qu'on a juste jeté. Et c'est important d'être capable de réduire cette empreinte-là parce que si on réussit à avoir un impact sur comment est-ce que la planification des travaux, comment est-ce qu'on
utilise des travaux réutilisables et qu'ensuite on est capable de réutiliser des matériaux qui ont été utilisés, on peut tout de suite avoir un impact positif sur l'empreinte carbone du patrimoine bâti, soit la construction. Là, dans le fond, ça, c'est comment je pourrais vous dire, c'est le tableau conventionnel là, de l'économie circulaire dans la construction et c'est exactement là, comment est-ce qu'à partir des opérations, on peut réparer, entretenir et réutiliser, redistribuer et aussi utiliser des matériaux qui ont déjà été utilisés et valorisés. Donc, je pourrais faire un print screen si vous voulez ou je pourrais vous l'envoyer plus tard, mais c'est le tableau du procédé de l'économie circulaire. Il y a déjà des entreprises qui ont des procédés qui ont été inventés afin de s'assurer que l'on puisse faire ça. Puis je donne l'exemple de briques recyclées. C'est un peu un classique de l'industrie de la construction, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il pouvait, à travers une machine qui, au laser, rebrûlait ses briques et les remettait en état, pouvait remettre au moment même de l'entretien d'un mur de briques pouvait remettre la même brique au même endroit. Et ce que ça fait, c'est qu'il n'avait presque plus de perte de briques. Ça réduit ses coûts. Évidemment, il y a le coût de la machine là, pour être capable de le brûler et tout ça, et d'opération. Mais en fait, ce que ça fait, c'est qu'on remet la même brique à la même place et on vient de réduire là, énormément de tonnes de déchets et aussi de fabrication de briques. Et eux, en fait, ce qui avait d'intéressant, puis là, je parle en termes de travailleurs, c'est qu'ils avaient besoin de gens qui puissent dire, ben oui, les travailleurs, ça ne les dérange pas de faire ce procédé-là. Eh bien, quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite bien entendu, parce que les briqueteurs maçons n'ont effectivement pas beaucoup d'enjeux à remettre la même brique, ça ne change rien à leur travail. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Puis là, ça, c'est un peu le lobby ou les pressions qu'on essaie de faire. On essaie de changer la mentalité, surtout dans les appels d'offres publics. 50% à peu près de ce qui se fait en construction au Québec, ça vient de contrats publics, ce qui fait que si on est capable d'inclure dans les contrats publics des critères d'économie circulaire, si on est capable d'inclure dans les contrats publics des exigences en matière de carbone intrinsèque, bien, ce qu'on peut faire, c'est avoir un impact immédiat, devenir des leaders qui vont pouvoir montrer et baisser, dans le fond, les exigences pour ce qui est du privé. Ce qui fait que le privé va pouvoir avoir une main-d'œuvre qui a déjà pratiqué ces choses, va avoir déjà essayé ces technologies, ne sera pas obligé d'être les preneurs de risques. Puis, nous, ce qu'on veut, c'est réellement qu'il y ait des incitatifs et des exemples qui soient donnés au niveau des contrats publics. Pour ce qui est des travailleurs, ça demande quand même, et des travailleurs, ça demande quand même un changement dans la façon que l'on travaille. Ça va demander des changements d'habitude de travail, de procédés. Entre autres, on parlait de déconstruction, c'est-à-dire c'est pas mal plus long défaire une pièce lorsque l'on doit couper, disons, des feuilles de gypse plutôt que de les démolir à la massue. Je donne un exemple assez flagrant, mais c'est la même chose avec des vitres, c'est la même chose avec un plancher. Tout ça, ce sont des matériaux qui peuvent être réutilisés. J'ai fait l'exercice, j'ai invité 3 manœuvres spécialisées en démolition. Je les ai invités dans une pièce, puis on leur a fait faire l'exercice en disant, si vous êtes payé poids de ce que vous récupérez dans la pièce, trouvez-moi des moyens innovants pour tout reprendre. Et c'est drôle, mais ça leur prenait un petit peu plus de temps que s'ils démolissaient tout, mais ils étaient là, capables de planifier à peu près la récupération de 90 à 95 des matériaux qu'il y avait dans la salle. Mais il fallait qu'on leur donne le temps, il fallait qu'on leur donne l'incitatif à vouloir récupérer le tout. Et c'est une des choses, en fait, on travaille avec Recycle Québec, on veut créer une formation pour la déconstruction des gens qui font habituellement de la démolition. Et ce qui est bien aussi, c'est que les manœuvres, c'est des emplois qui sont moins valorisés dans la construction, puis qu'en créant ce type de formation-là, c'est les manœuvres qui font la démolition, puis ça pourrait être une pièce maîtresse là, justement pour les valoriser, puis leur donner l'incitatif de le faire. L'autre volet, il me reste encore juste assez de temps, l'autre volet, c'est évidemment la transition énergétique, puis comment bâtir
parc immobilier qui soit plus efficace. En ce moment, les bâtiments sont responsables, là on parle de chauffage, on parle de leur vie continue, sont responsables d'à peu près 38 des émissions de GES du Québec. Puis là, je peux base sur les statistiques d'un rapport qui avait été fait au HEC sur l'empreinte carbone des bâtiments au Québec. Et ce que l'on voit, puis on entend même le ministre de l'Énergie, de l'Économie et tout dire, il faut qu'on soit un petit peu plus sobre, il faut qu'on utilise mieux. Bien évidemment, si on construit les bâtiments avec une réflexion sur son isolation, sur l'utilisation de l'énergie, on va avoir un impact dès le départ. Et le Québec, jusqu'à maintenant, cible une réduction de 3,6 millions de tonnes de réduction de GES pour le parc immobilier. Malheureusement, tous les programmes qui ont été faits, Rénovair, Chauffer vert, éco-performance, bâtiments solaires, construction en bois, etc., n'a arrivé à date qu'à 0,3, 0,4 mètres tonnes métriques de réduction. Ce qui veut dire qu'on n'est vraiment pas à l'endroit où est-ce qu'on est supposé être. La formule qu'on a d'avoir des incitatifs par les programmes de subvention aux résidents qui rénovent leur maison, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut, c'est réellement penser à le construire et l'intégrer dans le code du bâtiment pour que ce soit obligé au moment de la fabrication, d'avoir une meilleure ventilation, meilleure toiture, il faut qu'on change la façon que l'on voit ce qui doit se bâtir parce que je vois encore aujourd'hui des plans avec des maisons qu'à partir de demain seront déjà inefficaces. Mais tout ça, nouveaux matériaux, nouvelles méthodes et nouvelles normes, exigent, puis là je parle pour les travailleurs-travailleuses, l'inclusion dans la formation professionnelle. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais dernièrement en Égypte pour la COP 27 et j'ai rencontré un prof d'ingénierie américain qui disait habituellement, on envoyait nos tests de nouvelles technologies au Québec. Et c'est au Québec qu'on faisait essayer parce que la main-d'œuvre est extrêmement qualifiée. Et depuis quelques années, avec, entre autres, la surchauffe qu'on a dans l'industrie, on fait rentrer de plus en plus de gens qui n'ont pas de formation professionnelle et dit tous nos tests ont échoué. Tous les projets pilotes qu'ils ont essayé de faire au Québec ont échoué parce que les gens n'avaient pas de formation nécessaire pour être capables d'appliquer les plans qui leur étaient donnés, finalement faisaient les choses comme dans le temps et n'étaient pas capables de comprendre les technologies qu'on leur demandait d'appliquer. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est au ministère de l'Éducation et le ministère du Travail de renforcer le DEP, s'assurer qu'il y ait de plus en plus de formation professionnelle pour s'assurer que la main-d'œuvre soit qualifiée, soit capable d'appliquer les procédés tels qu'ils sont demandés. Quand j'ai commencé le plan, il y avait 60 de la main-d'œuvre qui rentrait dans la construction avec un DEP, 30 sans DEP. Puis aujourd'hui, on est rendu avec 80 des gens sans DEP, 20 avec DEP, ce qui veut dire qu'on ne va pas dans la bonne direction pour ce qui est de la formation professionnelle. Là, vous voyez qu'on demande quand même une coupe d'affaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Bien, évidemment, inclure dans tout ce qui est rénovation du parc immobilier, d'avoir des incitatifs pour que dès qu'on demande une rénovation, dans les contrats, dans les permis qui sont octroyés, entre autres par les municipalités, de s'assurer d'avoir des exigences pour que les procédés soient plus efficaces. De l'autre côté, dans les nouvelles constructions, d'avoir le code du bâtiment qui inclut des meilleures pratiques, aussi d'avoir des formations pour la Régie du bâtiment du Québec pour que les entrepreneurs savent comment faire des bâtiments qui soient moins énergivores, puis des incitatifs financiers à la rénovation et surtout, on parle de l'élaboration. On veut une politique nationale d'élaboration pour la décarbonation de l'industrie de la construction, puis des bâtiments à venir. Enfin, on essaie de travailler avec les écoles de métiers pour inclure des formations sur le volet non seulement du recyclage, mais aussi de l'efficacité énergétique. Et l'enjeu qu'on a présentement, c'est que les budgets ont été coupés dans la formation professionnelle, puis on a de la difficulté à avoir des profs. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui veulent devenir professeurs de métier, ce serait extrêmement important. Et aussi,
on s'engage dans la démarche là, du Lab Accélération Construction du CIRIEC. C'est pour l'économie circulaire et on a joint un consortium international qui s'appelle le Global Alliance for Buildings and Construction qui nous permet de voir les meilleures pratiques à l'international puis de voir comment est-ce qu'on peut essayer de les ramener au Québec. C'est une initiative de l'ONU, puis il y a une grande documentation qu'on aime bien. J'approche de la fin. Benjamin, je vois ses yeux. Alors, je vais finir en disant qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Mobiliser nos propres membres. Parce que ce que je voudrais, c'est que les membres qui veulent faire des changements dans leur chantier aient les outils pour pouvoir le proposer et l'appliquer. Surtout dans l'économie circulaire, là, dans les procédés c'est là où est-ce que les travailleuses auraient plus d'autonomie. Sinon, pour ce qui est de l'efficacité énergétique, ça vient plus en amont avec les ingénieurs et les architectes. Et on participe aussi là, à différents comités sur le multimétier, que ce soit au ministère, que ce soit chez Recyc Québec, que ce soit avec certains universitaires. Et finalement, si vous avez des questions, vous voulez me contacter, voici mes coordonnées. Puis je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Philippe. C'était extrêmement intéressant. On a dû peut-être un peu couper court, mais on va en reparler dans les questions. On a déjà quelques questions qui sont apparues pour toi, donc on va pouvoir y revenir à la fin de la présentation. Donc, on va maintenant transférer vers M. Louis Desourdis, qui est propriétaire du groupe Desourdis. Donc, lui, il a eu un financement du Fonds Éco-Leader pour faire un projet, mais il a aussi mis un projet en place de tri à la source pour des entreprises de construction qui voulaient avoir des conteneurs qui permettaient de faire des meilleurs tri à la source. Donc, je vais laisser la place pour qu'il puisse bien nous expliquer son projet et toute son entreprise aussi. Donc, vous pouvez partager votre écran, M. Desourdis, puis on va pouvoir commencer ça sans plus tarder. J'y arrive. C'est bon comme ça? C'est parfait. Donc, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir au webinaire. Dans le fond, je trouvais ça intéressant là, de faire un petit historique avant de tomber dans le vif du sujet. Compagnie d'excavation à Bromont, on était dans le domaine de la construction, puis ensuite de ça, de la transformation un peu sable, carrière, tout ça. Puis à un moment donné, on s'est dit on va ajouter un produit à nos services, mais avant ça, l'idée, c'était de changer notre logo ou notre image de marque. Dans ma mémoire de petit garçon, il me restait tout le temps la couleur verte de Desourdis Construction qui était dans le temps de mon père, puis mes oncles. Fait que l'idée, c'était comme ça. C'est juste drôle de partir comme ça, parce que ça a vraiment parti comme ça. Puis moi, je m'étais dit, je vais me faire un conteneur pour nos déchets à nous avec la nouvelle couleur de Desourdis. C'était ça un peu l'idée. Ensuite, ça a dégénéré un peu, disons ça comme ça. Le groupe Desourdis, c'est une compagnie d'excavation qui est basée à Bromont, où est-ce qu'on fait du génie civil, du résidentiel, du commercial. Puis on a une autre division aussi de transport Desourdis qui est située à Bolton West, où est-ce qu'on fait plusieurs de nos matières premières, disons ça comme ça, là, comme je disais tantôt, le sable puis notre pierre. Maintenant, on a Éco-Tri Desourdis qui vient s'ajouter. Donc, l'idée, c'était d'ajouter un service qui était la location de conteneurs de CRD, chose que je ne connaissais pas du tout avant d'en faire un, disons. Donc, c'est parti comme ça. Puis moi, j'ai un fils, au fait, j'ai 5 enfants, puis j'ai un fils qui est diabétique. Puis on se disait, moi et ma femme, on cherchait une façon de contribuer à un organisme. Fait que là, l'idée du conteneur, c'est qu'on s'est dit, bon, mais on va donner 10 $ à chaque fois qu'on va faire un conteneur. Puis ça nous a comme donné vraiment le vent dans les voiles. Puis là, on s'est dit, à cause de ça, là, on n'arrêtera jamais notre service de conteneur. Fait que tout a déboulé. Pour me rendre compte rapidement, parce que moi, je suis un gars qui est très, très impliqué, mettons, au quotidien dans nos opérations. Puis au début, c'est moi qui allait porter les conteneurs puis allait les chercher. Je me disais, bon, on va tout s'en va au site d'enfouissement. J'en revenais pas. Puis je me suis dit, il n'y a aucun centre de tri dans la région. Il n'y a pas de solution pour ça dans la région. Puis les centres de tri qui sont implantés, moi, je trouvais ça, je regardais ça de haut, je me disais, ils ne sont pas performants. Tu sais, je ne connaissais rien là-dedans, mais je me disais, il me semble qu'on entend toujours parler que les centres de tri n'atteignent pas
Ils ne sont pas performants, ils ne sont pas capables d'avoir des bonnes matières pour recycler. Puis tout ça, ça piquait ma curiosité. Puis je me disais, quand même, dans la MRC ici de Brome-Missisquoi, il y a quand même plusieurs débouchés, plusieurs compagnies ou d'entreprises qui font du recyclage. Fait que je me disais, il y a un moyen de faire quelque chose avec ça. Donc, l'idée est venue assez rapidement de faire un centre de tri. Puis de justement, moi j'ai un frère qui est impliqué dans la construction, qui est entrepreneur général, mais j'ai aussi beaucoup de clients. Puis on a souvent des demandes de démolition, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens de démolir ces maisons-là ou ces chalets-là, ou en tout cas, tout ce qu'on démolissait, ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de déconstruire certains projets. Là, on va miser sur le réemploi de ces matières-là, de ces matériaux-là, qui, pour nous, c'était quand même assez facile d'atteindre un objectif, là, exemple, tout ce qui était agrégat, bien, en ayant une compagnie avec un concasseur, puis avoir déjà, c'était nous comme les premiers clients pour certaines matières, mais je me suis dit, on va essayer d'intégrer ça au reste. Puis l'idée du tri à la source nous est venue rapidement. On se disait, bon, mais il faut que les gars, puis les travailleurs, puis les travailleuses sur les chantiers trient directement là-bas. Fait que là, on a parti un projet de tri à la source qui comprend un paquet d'affaires. Finalement, c'était beaucoup plus gros qu'on pensait, mais disons qu'il a fallu penser à un affichage, penser à la formation des gens sur les chantiers. Ensuite de ça, on a voulu intégrer la cueillette sélective comme on a à la maison, parce qu'on se disait sur un chantier, le bac de compost, le bac gris puis le bac bleu. Mais pourquoi il n'y en a pas sur les chantiers de construction? Dans le fond, il y a plus de monde pendant le temps de la construction de la maison, si on prend l'exemple d'une maison que probablement après, quand la famille va habiter là, à moins que ce soit une famille comme la mienne avec 5 enfants, mais sinon, souvent, plus de monde. Fait qu'on se disait ça vient un peu contaminer toutes les matières de CRD qu'il y a dans le conteneur, puis les travailleuses et les travailleurs n'ont pas d'option sur le chantier. Fait qu'on a intégré la cueillette sélective. Là, on a favorisé le réemploi. Fait qu'on a ouvert un local à Cowansville pour le réemploi. Puis on cueille les RDD, les résidus domestiques dangereux, on ne les met plus dans les conteneurs, on va les chercher à part. Même chose pour le métal, puis le gypse. Le gypse, c'est quelque chose qui vient souvent très, très contaminer les matières de CRD. Fait qu'on, nous autres, maintenant, on n'en prend plus dans nos conteneurs, on les met à part. On va les séparer, puis là, après ça, on trie les autres matières. Fait que le centre de tri, ben, il va être à Bromont. Il n'est pas en construction encore, mais disons que les plans sont faits, nos permis sont déjà octroyés. La structure est présentement en train de se faire. On a fait plusieurs projets de déconstruction, puis je dirais que ça va super bien, surtout que dans le contexte économique qu'on a présentement, le prix des matières et des matériaux est très cher. Fait que quand on déconstruit, là, à date, on a fait nos frais, dans le sens que le prix que ça a coûté déconstruire versus qu'est-ce qu'on a vendu de matériaux, c'est sûr qu'on n'a pas, on ne peut pas dire que ça a été quelque chose qui a été très. On n'a pas fait d'argent, mais disons qu'on a été capable de couvrir les frais que ça a coûté, puis tout se vend, ça n'a pas de sens. Les 2x4, la laine, tout ce qui est revêtement extérieur, les fenêtres, je veux dire, je pense que le contexte économique nous aide beaucoup. Mais disons que c'est vraiment une façon il y a toujours des matières à récupérer. Puis nous autres, dans le fond, on a fait une entente avec Plein Rayon, qui est un organisme à Cowansville, où est-ce que c'est la réinsertion sociale pour des gens, pour des autistes. Donc, on leur envoie les matériaux qu'on a besoin de faire reconditionner. On amène ça là-bas, puis eux nous aident à mettre ces matériaux-là, disons, qu'on puisse les revendre. Exemple, des 2x4 avec des clous, ils vont les déclouer. On va les classer, puis ensuite de ça, on les vend. Fait que ça va vraiment bien. Fait que point de vue réemploi, on parlait d'économie circulaire tantôt. Je veux dire, on a même des clients qui nous laissent des morceaux, on les reconditionne, puis ils viennent les rechercher après. Fait que ça va vraiment bien. Puis le gros du projet, c'était le tri à la source. Fait qu'il a fallu un peu tout mettre en place parce qu'il n'y avait rien qui existait au Québec. Donc, le tri à la source, bien, ça a été pour nous d'imaginer ou de faire la conception de bacs compartimentés qu'on peut livrer sur les chantiers. On a fait faire des escabeaux pour que les travailleurs puissent monter, pour que ça soit plus facile. Il a fallu
tout organisé, un système de fiches, d'aller faire de la formation. Puis ensuite de ça, on a fait un projet pilote pour voir si tout ça fonctionnait. Donc, notre affichage, on peut le voir, là, toutes les matières sont affichées, puis sont affichées sur les bacs à l'extérieur. Puis on a des bacs plus petits avec les mêmes affiches pour mettre à l'intérieur pour que ça soit facile. Tu sais, il faut faciliter, dans le fond, le transport de ces matières-là pour qu'ils s'en aillent dans les bons bacs. Encore ici, on peut voir un exemple d'affiche qu'on a faite. La formation, c'est important. Tu sais, tout ça passe là. Je pense qu'il faut informer les travailleuses, les travailleurs, tout le monde sur les chantiers. D'autres exemples, on peut voir ici, là, on fournit, comme je disais tantôt, la cueillette sélective, les bacs. Qu'est-ce qu'on fournit quand un projet embarque sur le tri à la source? Puis il y a même dans le commercial, il y a même des compagnies où, en tout cas, on essaie de travailler pour trouver des solutions pour quand il y a plus de volume. Fait que là, on fait des stations de tri. Fait qu'au lieu d'être des plus petits compartiments, on en met des plus gros. Là, on s'est équipé dernièrement pour pouvoir transporter juste les bacs séparément. Fait que ça nous donne encore plus de lassitude. Si quelqu'un veut 2, 3, 4, 5, 6 matières, on est capable de le faire. Fait que, tu sais, depuis un an, ça n'arrête pas d'évoluer. Puis on a vraiment beaucoup de demandes. Fait que ça, ici, c'est un exemple de station de tri qu'on a faite pour une construction à Bromont, où est-ce que c'est un entrepreneur qui fait plusieurs maisons en même temps. Je dirais, j'ai mis 3 drapeaux. Drapeau vert pour qu'est-ce qui est bon, c'est l'acceptation sociale. Tu sais, tout le monde trouve que c'est une super bonne idée. Tout le monde participe. La participation des entrepreneurs, des travailleuses, des travailleurs, c'est incroyable. Je pose la question à tous ceux qui participent présentement, puis je leur dis, si demain j'arrêtais de faire ça, ils me disent tout, non, on ne revient plus en arrière, là, ça n'a plus de bon sens. Fait que ça, c'est vraiment comme ça. Puis c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de débouchés, je trouve, pour toutes les matières. Puis le fait d'être trié à la source, ça fait que nos matières sont vraiment très belles. Donc, on a de la demande pour nos matières. Qu'est-ce qui est un peu plus complexe, c'est la cueillette sélective. Là, ça embarque avec les municipalités. Là, on leur explique ça. Là, c'est comme pas clair. Puis là, ben, le monde municipal, en tout cas, moi, je ne suis pas politicien dans l'âme. Je ne pense pas le devenir, mais c'est très compliqué. Pourtant, c'est quelque chose de très simple. Les demandes de permis, c'est complexe. Les listes de prix, comment on organise ça pour le tri à la source, ça va coûter plus cher, c'est plus d'investissement pour nous. Qu'est-ce qui est laborieux? C'est la réforme législative, là, comme on parlait tantôt avec Philippe. C'est comment on va faire pour encourager les entreprises à participer à trier à la source, puis est-ce qu'il pourrait y avoir des primes pour l'enfouissement? Je sais que ça fait longtemps qu'ils en parlent. Des réductions de prix sur les permis quand il y a un tri à la source qui est fait, des incitatifs pour la déconstruction, des discussions avec les divers intervenants là, pour la MRC, les municipalités. C'est tellement compliqué pour quelque chose qui, dans mon livre à moi, est tellement simple. Mais je vous dis, ça, j'ai mis un drapeau rouge là-dessus parce que je trouve ça vraiment laborieux, puis ça pourrait être vraiment plus facile. Donc, j'ai dit d'entrée de jeu, l'avantage qu'on a d'être dans le domaine de l'excavation, c'est qu'il y a plusieurs matières au niveau des agrégats qu'on est capable nous-mêmes de réutiliser. Ce n'est pas ça le but visé dans toutes les matières, mais dans ce cas-là, pour nous, ça va. Puis, on a même été jusqu'à imaginer ou en tout cas essayer de déchiqueter des souches, qui est un autre problème, où est-ce que ça devient une espèce de rebut finalement, puis personne ne sait quoi faire avec ça. Fait que nous, on a un déchiqueteur, on refait notre terre. L'idée là-dedans, je finis en disant, il faut oser pour inventer. Nous, on a osé tout faire ça. Il y a 2 ans, je ne connaissais rien là-dedans. C'est de mettre des programmes en place, puis c'est de voir comment est-ce que les gens sont tellement motivés à participer. C'est ça. Moi, c'est ça qui me motive à tous les jours de continuer. Puis je vois que vraiment, il y a de l'avenir là-dedans. Puis je vois les résultats. Puis on atteint vraiment, je dirais qu'on atteint plus que les objectifs qu'on s'était fixés au départ. C'est pas mal ça. C'est une très belle fin, M. Desourdis. Merci pour nous inspirer comme ça avec votre témoignage, parce que on a besoin de plus d'hommes comme vous et de femmes dans la construction qui imaginent l'avenir justement pour essayer de changer les choses. Puis on est bien satisfait de vous avoir dans le bon Missisquoi, mais en espérant que ça puisse se propager un peu partout au Québec aussi, ce genre d'initiative. C'est ce qu'on souhaite. Merci à tout le monde. Merci. On a des bons commentaires dans le chat par rapport à votre projet.
Donc, je vais reprendre la parole pour inviter Julie Fouquet de Construction Longer à venir, elle, nous parler d'un autre projet qu'eux autres ont fait à l'interne, justement, pour venir un peu similaire à ce que M. Desourdiers a fait, mais eux, c'est vraiment à l'interne. Donc, c'est l'entreprise elle-même que dès qu'elle va sur un chantier, elle vient établir différentes mesures d'éco-responsabilité au niveau de leurs travailleurs, au niveau de leurs différents acteurs qui sont à jouer avec eux. Puis, on va pouvoir bien écouter toutes les différentes choses. Ils ont quand même gagné un prix au Gala de l'excellence en environnement cette année pour leur initiative. Puis, j'ai bien d'en entendre plus à ce sujet. C'est à toi, Julie. Merci, Benjamin. Je tente de partager mon écran. Voilà. Parfait. Donc, excellent. Parfait, super. En fait, merci de nous recevoir aujourd'hui. Puis M. Desourdiers a mis la table de façon extraordinaire pour la démarche qu'on a entamée aussi. Une démarche de gestion des matières résiduelles depuis 2 ans déjà, mais qui s'inscrit dans une démarche de développement durable plus grande. Donc, vous avez mes coordonnées ici en début de présentation, puis vous pourrez aussi... Les diapositives ne changent pas, Julie. Ah non? On est encore sur la première diapositive. Oups. C'est bon, là, ça change. Ça change? Excellent. OK. Voilà. Donc, si je fais ça ici, je vais quitter le mode plein écran. Non. Enter. Non. Je m'excuse. On va ajuster à la page comme ça. Eh bien. On est encore avec ton... avec ma photo, en gros. Hein? Là là. Les problèmes technologiques. Donc là, est-ce que vous voyez toujours mon partage d'écran? Non. Non, hein? on n'a plus le partage d'écran. Sinon, je pourrais toujours partager le PDF que j'ai reçu. Peut-être qu'on va devoir faire ça parce que je ne semble pas être en mesure de changer les pages. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de problème. Bien, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour présenter notre démarche. Un peu comme M. Desourdiers parlait, c'est vraiment venu d'un souhait à l'interne. Donc, on faisait, à chaque année, l'entreprise faisait un sondage au niveau des employés de chantier et de bureaux pour voir leurs enjeux, où est-ce que l'entreprise devait s'en aller. Puis, depuis quelques années, il y avait un souhait pour que l'entreprise se dirige se soucie un peu plus de l'environnement. En fait, pour vous mettre en contexte, là, on est une entreprise... on va pouvoir partager l'écran, super. En fait, une entreprise de construction principalement dans le domaine de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle. Puis on a aussi un secteur qui fait des ouvrages d'art. Puis on travaille principalement sur la Rive-Sud, puis à Sherbrooke, on est environ 200 personnes dans l'entreprise. Donc, il y a vraiment eu un souhait à l'interne d'entamer une démarche de développement durable. Donc, on est allé, on voit quelques chiffres ici, donc une entreprise qui existe depuis 1979, on est rendu à près de 4000 projets réalisés. Puis Benjamin, je vais être obligée de te demander de changer les merci. Prise de conscience, comment tout a commencé. Donc, tu peux changer. C'est vraiment une prise de conscience à l'interne. Puis ensuite, on est allé chercher de l'aide à l'externe, justement, avec l'aide du Fonds Écolier 2. Ça nous a donné le petit coup de pouce pour démarrer la démarche. On est allé chercher aussi une consultante à l'externe, une Marie-Josée Roy en développement durable, qui nous a aidé à faire un bilan environnemental. Puis quand on a fait le bilan, ça a été une prise de conscience collective de dire un peu comme M. Desourdiers, wow, tout s'en va à l'enfouissement de ce qu'on fait, de ce qu'on crée comme matière résiduelle. Donc, dès le départ, c'est l'accent qui a été mis sur les matières résiduelles. Ce qui fait que concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'est impliqué pour trouver des solutions. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on veut faire partie du problème, continuer à faire partie du problème, ou on souhaite faire partie de la solution? Puis la réponse s'est imposée d'elle-même. Puis comme M. Desourdiers disait, ça a été notre réalité aussi. On s'est rendu compte que le réseau de partenaires n'était pas nécessairement là. Il y a 2 ans qu'on a commencé, les outils n'étaient pas nécessairement à disposition. C'était compliqué, si on veut. Il fallait mettre un effort supplémentaire. Aujourd'hui, on est capable de trier sur nos chantiers le bois, évidemment, les aciers métaux, le béton et les matériaux granulaires. On a aussi le papier carton, des conteneurs dédiés.
le plastique, le matériel électronique, les batteries. On donne aussi une deuxième vie à tout ce qui est mobilier. Tout ce qui est déchets dangereux, on le met à part aussi, on le gère de façon responsable avec Veolia ou d'autres entreprises comme ça. Les cartouches d'encre, évidemment. Polystyrène aussi, on est récemment travaillé avec Soprema, nos voisins à Sherbrooke, pour aller récupérer l'isolant. Polyéthylène, polythène, puis le recyclage domestique aussi et le compost. À date, on le faisait simplement au bureau, mais j'étais contente d'entendre M. Desourdi qui disait qu'il réussissait à le faire sur les chantiers de construction, donc on va continuer notre démarche. Ça a demandé évidemment de s'organiser. Les gens de conteneurs ou de tri des matières résiduelles n'étaient pas nécessairement organisés pour nous aider. Donc, on a fait l'achat de conteneurs nous-mêmes pour pouvoir réaliser ce qu'on voulait faire. Fait qu'on a mis à disposition plusieurs types de contenants pour nos contremaîtres, donc pour se donner de la latitude, parce qu'il faut savoir qu'on est une entreprise qui fait des projets de 50 millions, mais qui fait aussi plus de 300 projets de moins de 10 000 $ par année. Donc, notre portefeuille de projets est très large. Alors, il fallait avoir de la flexibilité pour nos contremaîtres. Des fois, on a des contraintes d'espace, on a des contraintes de temps, on a des contraintes d'argent, évidemment, tout le temps. Donc, il faut être flexible dans les solutions qu'on donne. Puis, je pense que c'est un des gros éléments d'adhésion. Quand c'est pas compliqué, quand c'est facile, puis ça s'adapte bien à la réalité, à ma réalité, il faut que chacun y trouve son compte un peu là-dedans aussi, chacun de nos 40 contremaîtres. Ça facilite les choses. Je t'ai demandé de changer. Merci. Aussi, on a travaillé sur de l'affichage, évidemment. Il faut que ce soit clair sur la formation. Donc, on a fait faire différents affichages. Puis, on essaie aussi de se trouver des formations par l'échange d'études de cas avec nos contremaîtres. On a fait un atelier de travail en mai dernier. On a mis en place des infolettres où est-ce qu'on envoie des photos de différents contremaîtres qui partagent leur expérience, de dire, ben moi, voici ce qui m'est arrivé, puis voici comment je me suis organisée. Puis, à partir de là, c'est comme un processus d'amélioration continue qui se fait à l'interne. Le but, c'est de partir la roue, si on veut, d'aller chercher l'adhésion de certains ambassadeurs au niveau de l'entreprise qui embarquent, qui disent « Ouais, finalement, c'est pas si pire que ça », qui en parlent à d'autres. Puis, à un moment donné, ça crée une roue, puis il se crée comme une petite... pas une compétition, mais une petite rivalité interne. Moi, mon chantier aussi va être bien organisé. Puis, ça fait que les gars, puis les filles, évidemment, posent des questions, justement, quand on envoie l'infolettre, ça crée des nouvelles idées, puis ça crée un processus d'amélioration continue. Donc, on est tout le temps en train d'acheter des nouveaux contenants, différents types de contenants, de faire différents types d'affichage. Fait que c'est vraiment dynamique. Comment faire, une fois qu'on a développé les outils puis la logistique, comment s'assurer que chacun le fait au quotidien? Ce qu'on a fait, évidemment, il faut que ça passe un peu comme Philippe Lapointe en parlait en début de présentation. Ça prend le volet législatif, si on veut. Donc, nous, de notre contrat, ça a été intégré dans les contrats de sous-traitance. Donc, nos sous-traitants sur nos chantiers ont l'obligation de faire leur tri des matières, de le respecter, de ne pas contaminer les conteneurs. On a aussi ajouté le volet développement durable, donc oui, environnemental, mais aussi le côté communautaire, social dans les évaluations de performance de nos chargés de projet. Donc, ça rentre en ligne de compte dans leur évaluation de performance à la fin de l'année. Parce que oui, ça demande une implication, un investissement de temps dans le projet, mais c'est important pour l'entreprise. La direction aussi s'est impliquée dans les tournées de chantier pour promouvoir tout ça. On a démontré les économies réalisées parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'en triant les matières à la source avec les redevances sur certains matériaux, ça nous permet d'aller économiser jusqu'à 50 $ la tonne en moyenne au final. Fait que quand on démontre ça aux clients, ça nous aide aussi. Comme je disais tantôt, comité d'aider à l'interne qui permet d'avoir des ambassadeurs, puis beaucoup de communication à l'interne. Je vois que le temps file, fait que j'y vais rapidement. Ça a aussi parti la roue sur plein d'autres projets en développement durable. On a créé des petits kits de départ, si on veut, pour les roulottes. Donc, dans les roulottes, donc pour la batterie, quand justement les gens mangent leur lunch, donc avoir un peu du domestique. La vitre pour tous nos camions, on a une flotte de 50 camions. Donc, plein de petits gestes après qui ont découlé de ça suite à des suggestions de nos employés.
On a aussi implanté un formulaire de dons. Je pense que c'est sur la prochaine diapo, mais un formulaire de dons pour notre déconstruction. Donc, ça nous permet de pouvoir comptabiliser puis avoir visuellement les résultats de ce qu'on réussit à déconstruire. On a créé aussi un marché aux puces interne avec tout ce qu'on déconstruit. Donc, c'est devenu un avantage pour nos employés. Ils peuvent acheter à moindre coût. À date, on le garde à l'interne, question de logistique, mais ça permet, parmi nos 200 employés, de pouvoir se construire un petit camp à moindre coût, puis ils pigent à travers ce qu'on a déconstruit. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, Benjamin. On y va, on y va rapidement. On a aussi fait un partenariat avec La Forêt qui marche, super bel organisme à Sherbrooke, qui vient récupérer les végétaux sur les terrains qu'on va défricher pour les besoins de la construction. Donc, au moins, ça permet de donner une deuxième vie. On a aussi mis en place une politique d'achat responsable. Donc, notamment au niveau de nos vêtements corporatifs, on fait affaire avec une entreprise de Lac-Drolet. À partir du moment où cette philosophie-là est entrée dans l'entreprise, les employés se sont mobilisés, puis toutes ces idées-là viennent des gens. Fait que c'est ça qui est super. Quelques projets à venir, parce que ce n'est pas terminé. On va vraiment, tantôt on parlait d'économie circulaire, mais je pense qu'on s'est vraiment attaqué au niveau du tri des déchets, puis la roue est bien partie. Notre prochain cheval de bataille, ça va vraiment être en amont, donc voir comment on peut s'impliquer en choisissant des matériaux plus locaux, en vrac renouvelable, comment on peut s'impliquer aussi dans la conception. On a la chance d'être impliqué par nos clients, parce que 80% de notre clientèle privée, au niveau de la conception, donc voir justement comment on peut optimiser la conception des bâtiments au niveau de leur cycle de vie. Puis on travaille énormément sur la modélisation 3D, puis la préfabrication pour essayer de réduire les gaspillages. Donc, on a travaillé en aval en premier, puis notre prochaine étape, ça va être vraiment de travailler en amont. Voilà, ça a été un petit survol rapide, mais M. Desourdis avait bien mis la table. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine de la construction, mais il y a énormément de volonté qui est là. Fait qu'à partir de là, tout est possible. Merci beaucoup, Julie. On a réussi à le faire dans les temps, donc excellent. Vous avez bien respecté vos temps, tout le monde. On a un peu de temps pour des questions, puis je sais qu'il y en avait une intéressante durant la présentation de Philippe, qui était par rapport je vais juste remonter à la question. C'était ici, que s'il y avait des prix, les prix à payer pour l'enfouissement, c'est quoi les prix actuels d'enfouissement pour le bois, les CRD? Puis si dans le futur, est-ce qu'il y a des coûts d'enfouissement qui pourraient doubler ou tripler? Est-ce que c'est quoi qui se passe au niveau de ces coûts-là? Puis je sais pas, si Julie et Louis, si vous avez des informations là-dessus aussi, vous pouvez rentrer dans la discussion. Bien, rapidement, moi, je travaille avec, j'ai fait la tournée des villes. D'ailleurs, j'attends une rencontre avec la ville de Sherbrooke. J'ai fait une demande. Mais j'ai rencontré Québec, Laval, Montréal, Longueuil et toutes les municipalités, les grandes municipalités du Québec, incluant Sherbrooke, c'est à venir, font présentement des démarches pour revoir leur plan sur l'acceptation des matières résiduelles. Je sais qu'à Montréal, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir des pénalités pour la quantité de matériel qui leur est proposé. Puis pour la grande région de Québec, ils veulent avoir un plan d'ensemble dans lequel la totalité sont revues avec des coûts pour l'enfouissement. Pour ce qui est du prix, ça change des municipalités, puis de municipalité en municipalité. Puis pour ce qui est en fait, je ferai juste un tout petit aparté, je me suis rendu compte, j'ai oublié de dire, mais je ne sais pas si vous avez fait récemment des rénovations chez vous, mais vous avez souvent des grands plans, des guidelines donnés par la ville avec tout plein de règles, ce que vous avez le droit de respecter, tout ça pour le plan d'urbanisme, mais rarement, il y a qu'est-ce que vous devez faire avec le matériel que vous avez, les matériaux que vous avez comme enlevés. Je donne un exemple, on vous dit ça vous prend tel modèle de porte, mais on ne vous dit pas ce que vous faites avec votre ancienne porte. Puis ça, c'est ce que des villes vont vouloir changer. Montréal, Québec, puis Laval sont en train de travailler là-dessus. Puis quand j'aurai parlé avec la municipalité de Sherbrooke, je pourrais vous dire s'ils le font eux aussi. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Julie ou Louis, par rapport à ça? Moi, je peux juste ajouter que le prix ne change pas. Tu sais, c'est tout le temps le même prix, puis on peut mettre n'importe quoi. Tu sais, c'est un buffet ouvert, là. Puis il n'y a aucune restriction.
C'est n'importe quoi, puis c'est toujours le même prix. Parfait. Puis, il y a Geneviève David qui a posé la question si vous savez s'il existait des subventions pour appuyer les entreprises pour le tri de chantier. Je sais que Louis, vous avez déjà répondu dans le chat, mais je ne sais pas si Philippe ou Julie, vous aviez d'autres informations à rajouter par rapport à ça. Allez. Ben, dans le fond, par rapport aux subventions pour le tri à la source, là, je dirais que pour l'instant, moi, à ma connaissance, il n'y a absolument rien. Au fait, il n'y a rien pour rien présentement. Là. Tout le monde y pense, tout le monde y pense. L'idée, ça serait d'arrêter d'y penser parce que tout le monde est d'accord que c'est la solution et c'est l'avenir. Fait que là, je pense qu'il faut agir. Mais présentement, il n'y a rien. Les seuls programmes de subvention qu'il y a présentement dans la construction, c'est pour, disons, un individu qui veut rénover sa maison puis faire changer ses vitres pour quelque chose de plus éco-efficace. Mais en tant que tel, même ces programmes-là sont assez difficiles d'accès puis ils sont aussi pas très utilisés. Là, je pense que le programme Éconologie, pas Éconologie, mais Renault Éco, ils ont été utilisés à peu près 20 là, en 2021-2022. On a une question qui vient d'arriver juste avant de finir, donc ça va être probablement la dernière question pour la journée. Donc, Agnès qui demande quels sont les autres débouchés pour les matériaux en estrie, donc pour le bois, le gyps, le plastique, c'est où que vous allez les envoyer. Julie, tu peux aussi rentrer dans la discussion avec votre propre secteur aussi. Mais en fait, nous, ça a été une recherche, puis c'est un des plans. On avait une rencontre justement avec les. On a rencontré les gens de la FTQ, puis c'est aussi des gens de la ville de Sherbrooke, ce qu'on discutait. Et ce qui serait très aidant, c'est d'avoir par région, une carte. Ça se fait en ce moment en Europe. Donc, d'avoir une carte par région qui nous dit quel type de matériau, quelle entreprise le reprend ou peut le réutiliser. Parce qu'en ce moment, le plus gros de notre défi, puis c'est ce qui prend, c'est les ressources, hein, vous savez, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est d'avoir des ressources, puis on est spécialiste en construction et non en environnement. Donc, d'avoir des gens qui font ces recherches-là pour nous, pour être capable de dire, OK, nous, on veut bien là, le trier, là, mais notre polythène, là, ça nous a pris quelqu'un pendant plusieurs semaines à faire des téléphones, faire des appels, faire des tests pour réussir à arriver à un partenariat. Donc, si on était capable de faciliter ça, ce serait vraiment intéressant. Mais je pourrais envoyer à Benjamin pour que partage à tous là, notre liste de partenaires. Il n'y a pas de problème. Je pourrais faire ça. Excellent. Louis, est-ce que tu veux faire le mot de la fin par rapport à cette question? Bien, par rapport aux débouchés, je dirais, chaque matière est un petit peu à analyser puis à voir, mais il y en a des débouchés, puis tout est dans la qualité. Dans le fond, là, c'est ça, je parlais des centres de tri qui étaient moins performants, mais à date, tout le monde déchique tout. C'est comme il faut partir de la déconstruction, sensibiliser, puis arriver avec une matière qui est propre ou qui a une bonne qualité, puis il y en a plein de débouchés dans toutes les régions, je ne suis pas inquiète. L'idée, c'est de systématiquement pas tout détruire avant d'essayer de trouver un débouché, dans le fond. Oui. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça s'enligne vers plus de déconstruction pour réussir à avoir une matière qui a une meilleure valeur ajoutée finalement, parce que dès que tu démolis, tout est devenu pêle-mêle, tout est brisé. Donc, il n'y a aucune valeur à ça. Donc, c'est pour ça que ça doit aller à l'enfouissement. Donc, la déconstruction, c'est vraiment la voie de l'avenir si on veut réussir à avoir des matériaux de construction de qualité pour le réemploi. Donc, sur ce, je suis très satisfait des qualités des présentations qu'on a eues aujourd'hui. On a eu beaucoup de commentaires positifs pour toutes les différentes personnes qui ont présenté. Donc, j'espère que tous les panélistes ont pu un peu voir les commentaires qui sont passés de support et d'appréciation. Puis, on a juste Malcolm qui a mis un petit dernier commentaire avant pour si on veut trouver des services en économie circulaire. On a plein d'acteurs partout au Québec qui peuvent venir aider, que ce soit au niveau entrepreneurial ou commercial, etc. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site que Malcolm a mis dans le chat juste avant de partir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi et on se revoit pour un prochain webinaire probablement au mois de mars. Et je vous laisse peut-être sur votre appétit pour savoir ça va être sur quel sujet le prochain webinaire. Merci beaucoup et à la prochaine.